Salut à tous, comme je le dis à chaque début de vidéo, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir de vous retrouver, mais j'avais vraiment pas prévu de vous retrouver ici et de faire une vidéo depuis chez moi. On peut pas dire que ça m'enchante vraiment, moi ce que je préfère c'est filmer des paysages et des découvertes à moto. Mais du coup après de longues semaines de réflexion, j'ai quand même décidé d'en profiter pour vous proposer quelque chose. Alors quelque chose que je vais essayer de rendre le plus immersif possible avec des images prises ça et là, et quelque chose qui, je l'espère, pourra vous servir très bientôt. Alors on va tout de suite mettre les choses au point. Moi je sais pas où vous habitez, ni le genre de lieu qui vous intéresse vraiment. Donc avoir la prétention de créer un tuto, ce titre c'est une vaste blague en fait. Mais, et ça c'est un fait, à chaque fois que je sors une vidéo, peu importe l'endroit et peu importe le thème, je reçois de nombreux commentaires, de plus en plus nombreux d'ailleurs, pour me dire mais c'est incroyable, j'habite juste à côté et je connaissais pas cet endroit, ou alors je pars souvent en vacances ou en week-end par là, j'emprunte toujours cette route et j'avais jamais pensé à m'arrêter et à passer par là pour découvrir ce truc incroyable. Alors c'est le genre de commentaire qui fait super plaisir et c'est un petit peu ce qui m'amène à proposer cette vidéo, mais la vraie chose qui m'amène à proposer cette vidéo là maintenant, c'est que au moment où j'enregistre, au moment où j'ai écrit la vidéo, on sait pas exactement quelles seront les conditions du déconfinement. Partir loin de chez soi, réserver un séjour, tout ça c'est encore assez compliqué à imaginer. Alors c'est sûrement le bon moment pour faire ce que je fais depuis le début, découvrir sa propre région et tous les lieux surprenants qu'on peut y trouver. Et je vous garantis que où que vous soyez, vous pouvez être bluffé. Parce qu'on est dans un super pays où il y a de l'histoire, du patrimoine, de l'insolite, et que aller chercher ça à moto c'est toujours un bon moment. Alors oui, vous pouvez aussi le faire sans moto. C'est quand même moins bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les moyens que moi j'utilise pour découvrir des lieux. Vous verrez que c'est plutôt facile et accessible. Quand je vous dis que je fais des recherches à propos d'un endroit, on va voir de quoi il s'agit. Mais je vais aussi vous raconter mes plus grosses galères et déceptions, parce que oui, malheureusement ça peut arriver, et je préfère vous mettre en garde sur certains trucs. Et puis à côté des moyens de recherche un peu classiques, on ira voir ce qui se fait de nouveau, parce que dans le domaine de la recherche de lieux insolites près de chez soi, il y a désormais des applications et des personnes qui nous mâchent le travail, qui proposent des trucs excellents. Et là, je vous promets que vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas aller découvrir notre beau pays avant d'aller découvrir le reste du monde. Et surtout avant d'avoir le droit de découvrir le reste du monde. Et là c'est le moment au montage où je vous balance une série de lieux incroyables que j'ai pu découvrir à moins de 100 km de chez moi et dont j'ignorais l'existence il y a encore quelques années. Une des premières choses qui m'a poussé à découvrir des lieux insolites près de chez moi, c'était bien avant cette chaîne YouTube et c'était même bien avant d'avoir la moto, c'était une activité qu'on appelle le géocaching. Alors j'en avais déjà parlé vite fait, mais le géocaching, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une activité très simple. C'est un jeu qui consiste à retrouver des coffres ou des boîtes cachées un peu partout et que des gens comme vous ou moi ont pris soin d'aller disséminer à proximité d'un lieu qui vaut le détour. Ça peut être en ville, mais ça peut aussi être en pleine nature. C'est une vraie petite chasse au trésor et généralement ça plaît à toute la famille. Et moi-même grâce à ça, j'ai découvert ma région comme jamais. Des points de vue ou des lieux insolites vraiment excellents, des châteaux, des parcs, des donjons, des tunnels, des blocos, des menhirs ou
des lieux préhistoriques, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Alors pour trouver une géocache, eh bien il s'agit soit de se rendre sur les coordonnées de la cache et de la chercher, soit de résoudre une petite série d'énigmes ou d'indices qui vont vous permettre de trouver les coordonnées finales de la boîte. Et évidemment, je vous cache pas que se programmer une petite journée de géocache à aller trouver sur le parcours d'une balade à moto, c'est juste excellent. Alors pour savoir où est-ce qu'on peut trouver une géocache, eh bien c'est simple. Il suffit d'aller par exemple sur le site officiel geocaching.com, on le trouve facilement sur internet. Alors il y a une fonction premium, mais on va y revenir plus tard. Ce qui est surtout intéressant, c'est d'ouvrir la carte et de découvrir où est-ce qu'il y a des caches de planqués. Ici par exemple, par défaut on est à Seattle aux États-Unis. Vous voyez que depuis une quinzaine d'années que l'activité s'est développée, il y en a un paquet un peu partout. Que ça soit comme ici dans une grande ville, mais aussi n'importe où ailleurs. Par exemple, j'ai fait la recherche autour de Guéret dans la Creuse. Et ben ça marche bien puisque ici aussi, regardez, au fil du temps, il y a beaucoup de géocaches et donc on peut partir faire une petite chasse au trésor partout en France sans problème. Même dans des régions où au début elles étaient assez rares. Un autre site que j'ai toujours bien aimé utiliser et qui répertorie les géocaches sans avoir besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit, c'est mides.fr. Alors ça s'écrit mides.fr. On y retrouve beaucoup de stats et beaucoup de données, il est constamment mis à jour et vous pouvez afficher les cartes par ville, par département, je le trouve vraiment super pratique et j'ai tendance à l'utiliser ce site en premier avant d'aller sur les liens vers le site officiel de chaque géocache. Alors vous qui découvrirez le géocaching en 2020, vous êtes des enfants gâtés. Pourquoi ? Parce qu'on a inventé ceci ces dernières années. Ouais, c'est un smartphone, ouais. Une invention géniale qui vous permet d'avoir la géolocalisation et les applis qui vont bien. Imaginez qu'en commençant le géocaching il y a une grosse dizaine d'années, j'avais pas encore mon premier smartphone, j'utilisais ceci qui est un GPS de randonnée dans lequel il fallait rentrer les coordonnées avant de partir en balade. Donc il fallait penser à tout noter avant de partir de la maison, les coordonnées, les indices pour chercher quand tu arrivais sur place. Alors on se faisait de vrais petits roadbooks sur papier, c'était un peu plus galère qu'aujourd'hui, mais ça reste d'excellents souvenirs. Et c'est l'occasion de vous parler du fail numéro 1. Alors c'est pas un fail en particulier, mais une série de fails en fait qui concerne uniquement le géocaching, puisque c'est le thème de ce début de vidéo. À plusieurs reprises, il m'est arrivé de chercher une cache pendant longtemps, très longtemps. Avant de s'apercevoir en consultant l'application ou en rentrant à la maison, que ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an que personne ne la trouve, et que tous les commentaires disent en fait ta cache elle est pas là. Alors il se peut qu'elle ait été volée par des gens, ou par des animaux, ou tout simplement emporté par une tempête ou une inondation, ça c'est assez fréquent. Bon alors moi je m'en fous si on trouve pas la boîte, le plus important c'est la balade, la découverte. Mais il faut aussi penser aux gens qui vous accompagnent, non, parce mais que t'es malheureusement... sérieux là ? On a fait 2 heures de bagnole pour me dire que ton truc il est pas là. T'aurais pas pu regarder avant, franchement ? Ah merci, moi les balades comme ça là c'est terminé, j'en peux plus, c'est terminé. Voilà, ce genre de situation, hélas, c'est du vécu. Alors pas aussi extrême, mais c'est du vécu quand même. Mais ça va encore. Comme fail, on est sur du soft. Si vous vous lancez à la recherche d'une géocache, assurez-vous auparavant qu'elle ait bien été trouvée dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, parce que c'est toujours un petit peu décevant, surtout si vous êtes venu en famille avec des enfants ou avec des amis, etc. Et c'est l'occasion de vous parler du premium aussi. Aujourd'hui, l'application smartphone est devenue gratuite, alors c'est peut-être une bonne chose. Moi, quand j'ai commencé, l'appli était payante. J'avais payé 10 € en une fois et ensuite, tout était gratuit. Aujourd'hui, c'est différent. On télécharge une application où on va sur un site dont l'accès est gratuit, mais il faut être abonné premium. C'est vraiment pas cher, je crois que c'est que quelques euros par mois. Il faut être abonné premium pour voir l'ensemble des caches. Vous avez quand même déjà beaucoup de caches qui sont accessibles sans être abonné. J'ose espérer que les caches premium, celles pour lesquelles on paye l'accès, elles sont toutes bien présentes et entretenues et remplacées lorsqu'elles disparaissent. Je l'espère. Bon et maintenant on va quitter un peu le monde de la géocache pour aller voir les données que moi j'utilise le plus fréquemment avant de planifier une sortie moto pour une vidéo. Il s'agit de tout un tas de données que je vais simplement appeler les données cartographiques et historiques. Ça vous va comme nom de catégorie ? Ouais, ça fait peur un peu. Au commencement, il y a ça. La carte routière, le guide Michelin. D'ailleurs, t'es un ancien si t'as connu ce truc-là. Aujourd'hui, les cartes papier ont peu à peu été remplacées par le GPS et c'est devenu le standard dans les voitures, mais aussi à moto avec un GPS motard comme je peux avoir, ou même avec les applications smartphone. On peut se servir à merveille des cartes numérisées pour se préparer un itinéraire moto plein de virages et plein de belles routes, et ça c'est génial. Mais à la base, la cartographie ne sert pas seulement à visualiser des routes et des trajets, même si aujourd'hui elle est souvent réduite à ça. On peut déceler des tas de choses sur des cartes. Par exemple, dans ma vidéo 21 lieux insolites autour de Reims, il faut savoir que près de la moitié des lieux insolites, j'ai commencé par les détecter sur une carte, parce que je les connaissais pas avant. Parce que non, j'habite pas à Reims. Mais alors, pour découvrir des trucs insolites sur des cartes, ça se passe comment ? Eh bien, s'il y a une région en particulier qui vous intéresse, vous pouvez commencer à l'ancienne en achetant une carte papier IGN. Moi par exemple, j'ai celle-là. Ouais, c'est le champ de bataille de Verdun. La carte papier, encore aujourd'hui, elle a ses aficionados. Et on peut les comprendre parce que oui, ce genre de carte, c'est génial. On découvre absolument tout dessus. Les lieux-dits, les calvaires, les ouvrages fortifiés, les pistes, le moindre petit layon dans les bois. Ici, on a aussi les villages disparus du champ de bataille. L'ennui, c'est qu'arrivé à un moment, il y a un bord. Et ça correspond généralement, comme par hasard, à l'endroit où on doit aller ou l'endroit où on se trouve. Bref, on est souvent amené à acheter la carte d'à côté. Et si c'est pour planifier toute une sortie moto sur toute une journée, à ce rythme-là, vous risquez de lâcher un sacré budget dans les cartes. Surtout que plus une carte est détaillée, et moins la surface qu'elle couvre est grande. Sans parler de l'aspect pratique, parce que celle-là, à la fin, faut la replier.
Donc quelle est la solution? Eh bien j'en parle souvent autour de moi. Il y a notamment le site et l'application de l'Institut géographique national, l'IGN. Leur site et leur application s'appellent Géoportail. Alors c'est pas pour leur faire de la pub, de toute façon c'est un site gouvernemental. Et là c'est vraiment génial parce que vous avez toute la France au format carte IGN, vous avez aussi les vues satellites, mais le plus intéressant c'est pas les vues satellites mais la carte IGN, puisque vous avez tous les détails possibles, tous les éléments qu'on ne trouve pas nécessairement sur du satellite comme Google. Et ce que j'utilise moi, ce sont toutes les indications touristiques et historiques, tout ce qui vous indique la présence de patrimoine, parce que là on est vraiment sur une cartographie complète de la zone, et pas juste un GPS routier. C'est une vraie carte de randonnée et de découverte. Petit exemple comparatif, on va se rendre en Argonne, sur un lieu que j'apprécie beaucoup qui est le champ de bataille de la Haute-Chevauchée. Si on consulte la carte Géoportail, on peut retrouver tous les lieux-dits, vous voyez, tous les sites particuliers comme les croix, l'emplacement même du Kaiser-Tunnel. On a aussi le nivellement qui nous permet de distinguer les entonnoirs, vous savez, ces énormes trous dus aux explosions souterraines, qui sont des lieux super impressionnants à approcher. On peut détecter tout ça. Et si on regarde exactement le même endroit sur la carte Michelin classique, eh ben rien, vous voyez, rien du tout. Alors on voit bien que c'est une route verte, donc classée digne d'intérêt par Michelin, mais il n'y a pas toutes les infos d'une carte de randonnée, qui permet de déceler des lieux particuliers à visiter. Un autre bon exemple que j'avais découvert, il s'agit du château de la Folie. Alors c'est un immense château en ruine, abandonné dans les bois, il est à peine à 80 km de chez moi et pourtant pendant des années j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai découvert encore une fois, juste en parcourant Géoportail, simplement parce qu'il est signalé sur les cartes. Alors ça a complètement attiré mon attention, ce symbole de ruine qui apparaît. Pourtant quand on bascule en vue satellite, on est au milieu des bois, on se demande bien ce que ça peut être. C'est super intriguant. Et regardez là encore, si on se contente de la carte routière, eh bien rien. Alors oui, il y a bien ce bout de route en vert, d'ailleurs c'est vrai qu'il est assez sympa à faire ce morceau de route, mais rien sur un site à découvrir. Et c'est pas mieux sur Google Maps, parce que oui, on va pas juste critiquer uniquement les cartes Michelin. Vous voyez là, il n'y a rien du tout non plus. C'est pour ça que je fais toujours de la pub pour le site et l'application de Géoportail, parce qu'avec ça vous pouvez explorer n'importe quelle région de France et trouver des lieux intrigants à visiter sans jamais vous planter. Sauf que en fait on peut se planter. On est à l'été 2017, c'est le tout début de ma chaîne YouTube, et je traîne sur Géoportail à la découverte de lieux à découvrir. Et là, qu'est-ce que je vois sur la carte à côté de chez moi, dans mon département? Un dolmen. Alors truc de fou, parce que des dolmens, moi j'en ai jamais vu. J'habite en Champagne, pas en Bretagne, donc ouais, j'ai jamais vu un dolmen. Alors je repère bien où c'est sur la carte, je démarre la moto, et c'est parti. J'arrive dans le bon village, je prends une piste qui m'amène dans les champs comme prévu, j'arrive au bon endroit, et là, rien. Mais alors rien du tout, même pas un caillou au milieu des champs. Mon réflexe c'est de me dire, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu sais bien lire une carte? Et oui, je suis au bon endroit, oui, je sais très bien lire une carte, et pourtant il n'y a rien. En plus, il n'y a aucune végétation, donc on voit super loin dans les champs, et il n'y a rien. Et puis, à un moment donné, je vois quand même une espèce de touffe d'herbe qui dépasse dans le champ, qui correspond plus ou moins à l'endroit du dolmen. Je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être ça, quoi. Je vais quand même m'approcher, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et là, je découvre quoi? Je découvre ça. Alors, j'ai retrouvé la pauvre photo que j'ai prise à l'époque. On est sur un trou, ni plus ni moins. Le truc est marqué sur la carte, donc il doit être relativement épargné par l'agriculteur quand il fait le tour avec ses engins. Malheureusement, on est sur un truc qui est complètement enseveli. Alors, j'en profite pour me dire, bah tiens, je vais essayer peut-être de désherber un peu, peut-être qu'on va voir quelques pierres, que je vais faire une photo un petit peu plus intéressante, que je vais pouvoir me rendre compte que c'est un dolmen et pas juste un trou de renard. Et au moment où j'essaye de retirer de l'herbe, je m'aperçois qu'effectivement il y a bien une bestiole qui habite à l'intérieur, ça fait aucun doute, certainement un renard. Donc je laisse tranquille tout ça, et ce sera ma première grosse déception. La première démoralité, c'est pas parce que c'est sur la carte IGN que c'est forcément super intéressant, au point de se déplacer pour aller le voir. Second exemple, toujours un peu foireux, toujours en Champagne et notamment sur la Côte des Blancs. Il y a des tas de sépultures préhistoriques qui ont été mises à jour, des petites grottes qu'on appelle des hypogées, et vraiment cette partie de la Champagne est réputée pour ses trouvailles archéologiques absolument dingues. Ça a été vachement bien conservé, et en plus la plupart figurent sur les cartes IGN. Comment ils marquent ça? Nécropole préhistorique ou site néolithique, je ne sais plus. Et moi, il y a quelques années, je croyais naïvement que si c'était sur la carte, eh ben, c'était forcément intéressant à aller voir, et là encore, erreur. Ces sites, heureusement, ils sont préservés, ils sont protégés, donc lorsqu'ils ne sont pas simplement refermés pour laisser place à la construction ou à l'agriculture, eh bien ils sont grillagés et on ne voit rien. Là encore, j'avais fait quelques kilomètres pour pas grand chose. Alors c'est bien parce qu'ils sont quand même signalés et mis en valeur avec des panneaux informatifs, mais il faut pas s'imaginer que parce qu'il y a une grosse étoile sur la carte, ça va être forcément un truc de ouf à aller voir, pas du tout. Et puis, encore un fail pour lequel la carte IGN ne m'aura absolument pas aidé. Et là c'est peut-être l'un des pires trucs, l'immense forêt d'Argonne, je vous la présente plus, elle est remplie de vestiges de 14-18 de partout, des tranchées, des blocos, des souterrains, des tunnels, et en 2018 je découvre sur un site internet un site absolument prodigieux,
une tranchée allemande fortifiée. C'est un site unique dans le coin, j'ai jamais vu ça, j'aimerais trop y aller. Évidemment, pour préserver le patrimoine, sur internet, les gens ne disent généralement pas où se trouve le lieu, et ça c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. J'avais donc un super projet, y tourner une jolie vidéo pour immortaliser ces lieux qui de toute façon sont amenés à disparaître, à cause de l'érosion, à cause du temps, à cause de la forêt qui pousse par-dessus, tout en restant en bouche cousue sur son emplacement exact. Alors je prévois le tournage, j'écris une bonne partie de la vidéo, et je demande même à quelques amis s'ils veulent venir avec moi, non seulement pour m'accompagner, mais aussi parce qu'ils pourraient m'être utiles pour certains cadrages et certains plans. Et puis la veille du tournage, je sais pas pourquoi, je ressens l'envie d'aller vérifier que l'endroit que j'ai repéré sur internet est le bon. Alors pas de me rendre directement sur place, mais au moins que l'endroit où j'ai prévu de me garer et de continuer à pied est le bon. Je me rends sur place, je trouve sans aucun problème le carrefour et la piste que j'avais prévu d'emprunter et je tombe là-dessus. Et oui, il y a un truc qui ne figure quasiment jamais sur les cartes IGN et qui me fout régulièrement des projets en l'air, c'est la propriété privée. Alors, on va pas critiquer ici le fait que des vestiges historiques se retrouvent sur des terrains privés, ça c'est une autre question. La première question c'est, est-ce que je vais emmener un groupe d'amis sur un terrain privé qui est clairement fermé? Bah déjà non. Est-ce que je vais en plus prendre le risque de tomber avec eux sur des chasseurs? Parce que c'est ça le vrai risque en Argonne. Clairement pas non plus, surtout si les chasseurs se croient seuls dans leur terrain. Il y a eu suffisamment d'accidents comme ça ces derniers mois pour comprendre que c'est un vrai danger. Et puis surtout, est-ce que je vais ouvertement filmer dans un lieu interdit d'accès et balancer la vidéo sur internet en disant bah oui allez-y, ce site est génial, emmenez vos gosses la prochaine fois? Mais clairement pas, on n'est clairement pas dans mon registre. Moi je préfère proposer des lieux en vidéo qui soient accessibles facilement, je veux plus faire de lieux qui soient inaccessibles. Mais la moralité dans ce type de fail, et qui reviendra fréquemment et qui est déjà arrivé à d'autres, ça je le sais pertinemment, c'est que c'est pas parce que c'est sur la carte que c'est un lieu accessible. Et ça, ni Géoportail ni rien d'autre ne vous le diront jamais, à part si vous vous en rendez compte sur le terrain. Tout ça c'est bien beau, mais mettons j'ai trouvé un truc sur une carte, comment je fais pour savoir si c'est accessible, si c'est intéressant, si ça vaut le coup de faire un détour pour y aller, si c'est classé monument historique ou pas? Bref, il y a des tas de choses qui nous facilitent la recherche. À commencer par l'ennemi numéro 1 de la recherche en histoire, Wikipédia. Oui, parce que Wikipédia c'est pas une source, c'est un portail qui cite ses sources, mais parfois il les cite très bien. Et puis nous on n'est pas des historiens, on est des touristes. Donc souvent Wikipédia c'est un très bon début. Suivant la qualité de l'article, il y a plus ou moins de liens, mais celui qu'il y a quasiment toujours, c'est celui vers la base de données Mérimée du ministère de la Culture. Et donc là c'est une source officielle, qui va nous dire beaucoup de choses sur la nature de l'édifice, sur son état actuel, mais aussi est-ce que c'est un lieu à l'abandon, ou une propriété privée ou publique. Bref, des infos potentiellement importantes avant de se lancer dans une balade. Et là où Wikipédia devient encore plus un outil assez cool pour parcourir une ville ou une région, c'est qu'on peut y trouver la liste des monuments historiques par département et même parfois par ville. Ça permet déjà de faire un premier tri suivant là où on veut aller, le type de lieu qui nous intéresse, la période, etc. Mais ça permet aussi de déceler des trucs qu'on n'aurait pas forcément vu sur la carte. Donc là c'est super facile, si je prends le cas de l'Aisne, donc département 02, l'article est divisé en deux, il y a la partie nord et la partie sud du département, il n'y a qu'à scroller pour trouver ce qu'on veut, c'est vraiment cool. Mais que ça soit sur Wikipédia ou sur d'autres plateformes internet, attention à ce que vous pouvez lire sur l'état des sites historiques, parce que parfois la situation évolue. Et donc le mieux c'est de se tenir au courant, et essayer de se rapprocher des associations lorsqu'elles existent. Ce que j'aime beaucoup regarder, c'est les sites et les blogs créés par des passionnés. Je pense notamment à certains sites qui vont se spécialiser dans un domaine de l'histoire. Par exemple, pour les fortifications serrées de rivière, il existe un site qui s'appelle fortifserré.fr et qui passe en revue tous les sites existants. Et il y en a un sacré paquet puisque ce sont des forts qui ont servi depuis le 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, voire plus loin. Et donc sur ce site, on peut apprendre beaucoup de détails sur l'utilisation, les anciens plans des forts, les images d'époque. C'est vraiment une pépite d'information. Ça va être la même chose pour la ligne Maginot, ça va être la même chose pour des sites médiévaux. Il ne faut pas hésiter à aller se renseigner sur ces pages qui sont créées soit par des institutions, soit par des passionnés, mais qui sont toujours une vraie source d'information. Mais revenons à nos recherches. Géoportail, la carte IGN, la base de données Mérimée. On pourrait se dire, super, avec toutes ces cartes en main, on va plus rater aucun monument historique. Mais il reste un problème majeur, et ça j'ai découvert ces 3 dernières années. Tous les lieux historiques ne sont pas classés monuments historiques. Alors on pourrait croire que les lieux qui sont pas classés monuments historiques, c'est des petits trucs pas importants, mais pas du tout. Ce sont parfois des lieux super impressionnants, avec une valeur historique énorme, et allez savoir pourquoi, ils sont pas dans la liste. Je pense notamment au château de la Folie à Brenne, encore lui, il est énorme, il date du Moyen-Âge, il a connu aussi la guerre mondiale, et bien il est absent de la liste des monuments historiques du 02. On va comprendre. Dans un autre registre, le tumulus dit de la tombe d'Attila, sur lequel je m'étais rendu pour une vieille vidéo, il est énorme, il est aussi intéressant que tous les autres sites celtiques de ma région, mais lui, il n'est pas classé monument historique. Donc à part le fait que c'est sûrement un tumulus construit à un moment donné entre les tribus celtes et le haut Moyen-Âge, et que sur le cadastre le lieu s'appelle la tombe d'Attila depuis a priori super longtemps, eh bien j'ai trouvé quasiment aucune autre info. Alors vas-y, va faire une vidéo pour présenter les lieux. Autre exemple causant, dans les monuments classés ou inscrits dans mon département,
On retrouve régulièrement des constructions du XVIIIe siècle, des pavillons, des châteaux privés, des hôtels particuliers ou ce genre de choses, mais pas de classement pour la tour Brisset, qui est pourtant un lieu assez particulier et spectaculaire, une espèce de tour à l'aspect médiéval qui avait été construite autrefois au milieu des vignes et qui aujourd'hui est perdue en forêt. C'est un lieu vraiment excellent qui devrait ou qui pourrait être un peu mieux préservé, mais là non plus aucune trace de cette tour dans les monuments historiques. Et finalement, après ces quelques recherches, je m'aperçois que dans les lieux historiques de mon département, il y a beaucoup plus d'églises et de propriétés privées finalement que de lieux historiques proprement dits qui soient un peu plus accessibles à la visite et à la découverte. Alors du coup, si on se sent un peu perdu avec ces infos-là, il est grand temps d'aller chercher une nouvelle source, une des plus évidentes, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative. Alors il ne s'agit pas forcément de commencer à faire des visites guidées en groupe avec des horaires précis. Si vous êtes allergique à ce genre de truc, pas du tout. Simplement, c'est une avalanche d'infos qui sont mises à votre disposition, que ce soit sur des sites superbement bien réalisés, des vidéos et aussi des lieux d'accueil dans lesquels on va trouver une avalanche d'informations, des documentations, des brochures. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la brochure. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est ma série de vidéos découvertes dans les Vosges, et notamment celle que j'avais tournée avec mon ami Valoutre en février 2020. Au commencement de tout ça, il y avait un modeste petit dépliant que j'avais trouvé dans un tiroir, dans un chalet en location dans les Vosges, et sans ce petit dépliant, j'aurais peut-être jamais entendu parler du champ de bataille de la Tête des Faux. Vous allez peut-être trouver ça un peu vieux jeu, mais dès que je pars en vacances quelque part, je prends toujours le temps de fouiller toute la doc, toutes les petites brochures qu'il peut y avoir et qui traînent dans les tiroirs. Généralement, je fais ça en prenant l'apéro. Et avec ces petits dépliants, ces petites brochures, on fait la découverte de trucs qu'on serait pas forcément allé chercher par nous-mêmes, ni en les cherchant sur une carte, ni en consultant les activités majeures proposées par les offices de tourisme. Mais pour celui qui aime l'insolite, les lieux un peu cachés, un peu méconnus, il y a tout un tas de pépites généralement à trouver très facilement. Mais passer par les offices de tourisme, c'est aussi pouvoir visiter des lieux que vous pourriez jamais visiter tout seul par vous-même de votre propre initiative. Encore un bon exemple, même si la vidéo est pas ouf, notamment avec les moyens que j'avais à l'époque, mais c'est la fois où j'ai pu visiter la citadelle de Verdun en dehors du circuit touristique habituel. On a pu se rendre à pied dans les immenses galeries souterraines de la citadelle. D'habitude, il y a un petit circuit qui se fait en wagon, mais là, on a vraiment pu marcher dans le noir complet. Donc tout ça encadré par un guide touristique de Verdun. Et on a également pu aller sur la citadelle haute et toutes les anciennes casernes militaires qu'il peut y avoir dessus, alors que ça d'habitude c'est totalement fermé au public. Donc voilà, il suffit de guetter ce genre d'activités qui sont régulièrement proposées par des offices de tourisme en dehors de leur visite principale. D'une manière générale, j'ai l'impression que le tourisme insolite, il est de mieux en mieux mis en avant. Et un des meilleurs vecteurs en termes de découverte insolite, c'est les journées du patrimoine. Ce week-end-là, généralement tout est ouvert, il faut vraiment en profiter pour aller voir des trucs qui nous entourent et auxquels on n'a pas accès d'habitude. Nouveau phénomène qui a également le vent en poupe dans le monde du tourisme, c'est celui des greeters. Alors les greeters, ce sont généralement des bénévoles passionnés de leur ville, de leur région ou de leur patrimoine et qui font découvrir tout ça aux touristes avec beaucoup de passion. On est parfois bien loin des gros circuits touristiques pour aller au contraire à la recherche du bucolique, de l'atypique. On sort des sentiers battus et c'est une approche que je trouve intéressante. D'ailleurs, je compte me rapprocher de certains greeters pour de futurs projets de vidéos. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, hélas. On arrive maintenant à la dernière partie de cette vidéo et je voudrais vous présenter 3 moyens de trouver des lieux insolites qui sont apparus récemment et que moi je trouve vraiment excellents. Avec chacun leur spécificité, avec chacun leurs limites, et c'est tout à fait normal, mais ce sont vraiment des travaux innovateurs qui ont vraiment pour but de pousser les gens à sortir se balader, à sortir découvrir les lieux insolites qui ornent la France. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le site de mon ami Valoutre qui s'appelle trésorenor.fr. Vous connaissez Valoutre puisque c'est un ami motard qui fait des vidéos. Il fait beaucoup de vidéos dans sa région et il va à la découverte du patrimoine. Je vous en avais déjà parlé. Il va à la découverte de lieux insolites, de lieux historiques, de superbes paysages. Et bien, en plus de ces vidéos, il a créé un site web qui nous permet de retrouver tout ce qu'on peut visiter dans sa région. Alors ça se limite évidemment aux Hauts-de-France, donc Nord-Pas-de-Calais et Picardie, mais ça a tendance à évoluer. Ça évoluera par la suite pour aller gagner peut-être d'autres régions. Mais en tout cas, rien que dans cette région-là, il faut voir la carte. C'est immense. La liste de choses à voir, elle est immense. Avec certaines trouvailles dont moi-même j'ignorais totalement l'existence. La map, elle est excellente, on a envie d'aller piocher là-dedans. Alors dans la liste des lieux qu'il a choisi de nous faire apparaître, il n'y a aucun site sensible urbex qui serait trop dangereux. Ce ne sont que des lieux qui sont soit visibles, soit clairement accessibles, clairement visitables. Le gros avantage, c'est qu'il les a également regroupés par thème dans ce qu'il appelle des collections. Elles sont liées à différents thèmes, que ce soit le néolithique, des sites liés à la Première Guerre mondiale ou bien au patrimoine minier. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir. Il suffit de cliquer, il suffit de choisir et de se laisser guider sur la carte pour aller découvrir un lieu, avec à chaque fois des images et une petite description. Et puis comme Valoutre souhaite prochainement se lancer à l'inconnu dans les vidéos en choisissant un lieu au hasard depuis son site, cette fonction elle est également accessible pour nous. Donc on peut choisir un département. Alors moi par exemple j'aime bien le département de l'Aisne parce qu'il est truffé de pépites à aller visiter et en plus il est pas loin de chez moi. Et dans le département de l'Aisne, choisir un lieu au hasard à aller visiter et se laisser guider. C'est également un site qui est collaboratif communautaire, donc si vous avez des lieux à proposer à Valoutre pour qu'il les ajoute à sa collection, n'hésitez surtout pas. Alors on voudrait que ça s'étende bien sûr à toute la France, mais c'est déjà un travail phénoménal qui a été fait là, et puis c'est là qu'on se rend compte que dans sa propre région, on croit tout connaître, mais c'est archi faux. Donc voilà, si vous êtes originaire de Hauts-de-France ou si vous voulez y passer, c'est un super outil et je vous le recommande.
Des travaux du même genre qui concerneraient toute la France, est-ce que ça existe? Eh bien oui. Je voudrais vous en présenter deux en particulier que j'estime bien complémentaires. Et donc la seconde innovation dont je voulais vous parler, c'est une application qui s'appelle Zenviron. Alors c'est une application que je ne connaissais même pas il y a encore un mois de ça, et c'est Kevin, un abonné, qui est venu m'en parler, me dire que c'était vraiment pas mal pour découvrir les coins, et j'ai tout de suite accroché. J'ai téléchargé l'application, et la richesse des éléments entrés dedans, c'est extraordinaire. Alors quand la carte se charge, et ça je trouve que c'est un très bon signe, elle met du temps à nous montrer le nombre de sites qu'elle peut dévoiler par région. On est obligé de zoomer pour que ça commence vraiment à se développer. C'est un très bon signe pour moi parce que c'est très riche et effectivement, y compris dans ma propre région qui pourtant pourrait paraître assez déserte, eh bien il y a du patrimoine. Et ce que j'aime beaucoup sur cette application, c'est qu'elle est très très ancrée sur le petit patrimoine. Que ce soit les gros monuments nationaux, mais aussi les petites églises, des choses qu'on n'irait pas penser à aller voir forcément et qui sont mises en valeur dans l'appli avec une petite description, avec une géolocalisation très précise. Donc ça permet de découvrir le coin. Alors, il semble que ça marche bien dans toute la France et que beaucoup de lieux sont répertoriés. En tout cas, rien que dans ma région, je suis bluffé par cette petite application. J'hésiterai pas à l'utiliser désormais, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de géocache partout, il n'y a pas non plus de sites historiques classés partout. Donc heureusement qu'il y a ce genre de travail pour nous permettre d'aller découvrir des lieux auxquels on ne penserait pas forcément. Le petit point à améliorer sur Zenviron, ce serait peut-être d'y ajouter un petit peu plus de sites historiques. Parce que par exemple, quand on regarde l'Argonne, oui j'aime beaucoup l'Argonne, mais j'aime beaucoup prendre cette région en référence parce qu'en fait, elle est très révélatrice. Eh bien, sur l'application Zenviron, il n'y a pas grand-chose sur le champ de bataille d'Argonne. Bien sûr, il y a les gros sites comme Vauquois, la butte de Montfaucon, mais je sais pertinemment que sur la forêt, entre Clermont en Argonne et Montfaucon, il y a beaucoup de choses et il n'y en a pour l'instant aucun de notifié sur l'application. Et je pense que voilà, il s'agit d'un truc qui va beaucoup évoluer dans les mois à venir, donc c'est une appli à utiliser et à surveiller. Et enfin, une application que j'ai découvert en 2019 et qui a été pour moi un véritable coup de cœur et qui justement pourrait être un très bon complément à l'application Zenviron, il s'agit d'une appli qui s'appelle Archéosite. Alors Archéosite, c'est disponible sous forme de site internet et sous forme d'appli sur Android, et je trouve que c'est un excellent complément à l'application Zenviron puisque là on est spécialisé dans des sites historiques. Et ce que j'aime beaucoup dans cette appli, c'est qu'on peut choisir les sites qu'on va aller visiter par période historique. Et là on peut afficher la carte complète de la France avec soit des sites préhistoriques, des sites plutôt romains, gallo-romains, ou des sites plutôt liés au Moyen-Âge, aux deux guerres mondiales. Bref, vous choisissez ce que vous avez envie de voir, et c'est un site qui est en plein essor puisqu'il est participatif. Donc n'hésitez surtout pas, si vous voyez qu'il y a un lieu près de chez vous qui n'est pas encore répertorié, à aller le prendre en photo, à le proposer au créateur de l'appli. Et donc plus l'application s'étoffera par le biais de l'expérience utilisateur, plus elle va devenir conséquente et bien remplie, et elle nous permettra de découvrir les lieux qui se cachent dans chaque région, et il y a toujours de bonnes surprises. Voilà, c'est typiquement le genre de travail que j'encourage et que j'apprécie, parce que vous voyez qu'aller découvrir le lieu insolite près de chez soi, c'est pas toujours évident. Là franchement, on nous mâche le travail, et en plus on nous le propose bien classé, c'est excellent et ça donne envie d'aller découvrir la map, d'aller découvrir toutes les régions qu'il y a autour de nous et les belles surprises qu'il y a dedans, et ça c'est clairement quelque chose que j'adore. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Alors évidemment c'était mon point de vue personnel sur comment trouver un lieu insolite près de chez soi. Si vous avez d'autres idées à me proposer pour faire des recherches, pour trouver des lieux, pour les répertorier éventuellement, eh ben n'hésitez surtout pas à m'en parler dans les commentaires. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien d'exhaustif, ce n'est qu'une liste de pistes que je vous donne. C'est accessible à tous et généralement tous ces moyens de recherche et de savoir sont gratuits, donc profitez-en. Au moment où sort cette vidéo, j'ai aucune idée de la liberté que vous avez pour aller voyager en France ou ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que dans sa propre région, on fait déjà énormément de découvertes. Et moi-même, j'ai pas fini d'en faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'en ai un peu marre de faire des vidéos depuis mon bureau. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller à moto et vous filmer des belles découvertes sur la route. Et ça tombe très bien puisque le déconfinement va quand même finir par approcher, que j'ai déjà plusieurs projets pour aller filmer de très belles choses. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous garantis que ça ira plus vite que ça parce que là, il m'a fallu plusieurs semaines à me décider de faire quelque chose du confinement qui vous soit utile et que je prenne plaisir à faire. Là, ça va être différent et il y aura beaucoup de motos parce que ça me manque clairement, voilà. Donc il y aura une bonne dose de voyage à deux roues et beaucoup de belles images, j'espère, très bientôt sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous donne rendez-vous pour la suite et je vous dis ciao. Allez, salut. Mais il faut aussi penser aux gens qui vous accompagnent. Non mais t'es parce que... sérieux là? Franchement, on a fait 2 heures de bagnole pour me dire que ton machin il est pas là? Non mais où? Et puis à côté de tout, et puis on ira voir si... Et puis en plus des recherches... Il y a désormais des applications et des gens qui... Parce que malheureusement... T'es sérieux là? On a fait 2 heures de bagnole pour que tu me dises que ton truc il est pas là? Ça vient pas après. Et puis on ira voir aussi ce qui se fait de nouveau, parce que dans le domaine de la recherche de lieux insolites près... On aurait pas pu